Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne pensais pas, très sincèrement, que cette interview de Carlson avec Poutine allait faire remuer autant dans les brancards. Aussi bien. Alors, ce qui est étrange, c'est que du côté des médias, du côté de vos médias en France, on a l'impression que c'est... oui, on en parle, mais bon, c'est... de toute façon, Carlson, c'est un complotiste, etc. Mais alors ici, aux États-Unis, c'est la croisade. C'est la croisade anti-Carlson. Oui, très clairement, Carlson a osé donner la parole à un président et du coup, laisser les Américains avoir un son de cloche qui finalement confirme que peut-être on a beaucoup manipulé les gens sur Poutine. Alors attention, en dehors du fait qu'il est ce qu'il est en tant que président de Russie, en tant qu'homme fort, homme puissant, homme de contrôle, homme qui sait très bien que son pays est visé par une déconstruction, par un dépeçage occidental, et que par conséquent, comme il n'a pas... alors, oui, il y a Medvedev, oui, il y a Dugin, mais voilà, il n'a pas... le problème, c'est que, et c'est peut-être ce qu'on pourrait le reprocher d'ailleurs, il ne travaille pas sur un successeur. Quelqu'un en qui il pourrait avoir complètement confiance de faire une continuité de politique et pas demain retourner sa veste pour vendre le pays aux valeurs occidentales, oui, de toute façon à l'Occident, quoi. Comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo sur Carlson et cette interview de Poutine. Évidemment, certains essayent de déconstruire un petit peu l'interview en prenant des éléments, en disant voilà, regardez Poutine, c'est bien ce qu'on dit, machin. Oui, forcément, si tu prends de façon radicale et de façon très subjective ton point de vue et que tu le compares aux idées de Poutine, bah oui, forcément, Poutine, ça va pas. Non, ça colle pas. Donc forcément, c'est le méchant dans l'histoire. C'est pas un président légitime, en désaccord avec tel ou tel point, etc. Et puis surtout, ce qui énerve encore plus les progressistes, c'est que pour l'instant, il y a un immobilisme absolu de la part des démocrates vis-à-vis de Biden. Là, le dernier discours qu'il a fait, c'est surréaliste. Et d'ailleurs, même Poutine, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il le disait, Poutine, de toute façon, Biden, qu'est-ce qu'il contrôle, Biden, dans l'état où il est aujourd'hui? Il ne doit pas contrôler grand-chose. Donc en réalité, qui a la main sur la barre? Qui a les mains sur les leviers aujourd'hui à la Maison-Blanche? Oh là 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 là, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. En effet, il y a un journaliste qui a dit, est-ce que vous n'avez pas, je crois que c'est un journaliste de Fox d'ailleurs, qui a demandé à Biden si il est conscient que peut-être il a peut-être des problèmes de mémoire, etc. Et Biden lui répond, oui, j'ai des problèmes de mémoire, la preuve c'est que vous êtes là. Humour. Ouais, sauf que c'est bien gentil de faire de l'humour ou de faire de l'ironie, mais il n'empêche que tes prestations, mon petit Biden, elles sont pauvres, elles sont dangereuses, elles sont inquiétantes. Je veux dire, le président des États-Unis d'Amérique, on attend de lui un charisme. Le seul problème, c'est que ce charisme-là, tu ne l'as jamais eu. Tu as toujours été dans l'ombre. Enfin, dans les années 80-90, oui, il a été un acteur politique important. Mais il ne faisait qu'exécuter des ordres. Tout simplement. Donc, alors je ne sais pas si je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Ma mémoire, moi aussi, me fait défaut.
Concernant Donald Trump, je vous ai dit, peut-être je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est torché, c'est plié. Il y a eu une élection ce week-end, 9 États, je crois. Nikki Haley est très très loin, donc là évidemment, là encore, ça rage. Ça rage sur le fait que Nikki Haley, très clairement, ne sera pas et n'a aucune chance aujourd'hui de redresser la barre pour devenir la candidate républicaine pour les élections présidentielles de novembre. En France, un petit remaniement, un mois après la nomination du nouveau gouvernement. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Moi, je vous le dis depuis des années, déliquescence du système, déliquescence de la crédibilité des institutions, de l'État. Donc, on fait des chaises tournantes. Alors, on a été rechercher Belloubet pour la mettre à l'éducation. En revanche, Oudoiré, je ne sais plus quoi, là, elle reste aux Jeux Olympiques. Oui, parce que bon, pragmatiquement, elle est au courant des dossiers, des sujets, etc. Bon. Même si, bon, les Jeux Olympiques, ça s'approche, mais là, on commence à sentir le manque de contrôle absolu, le manque de sérieux absolu, le manque d'organisation absolue, et ils en sont à en venir, finalement, ils vont en venir à des méthodes de répression. Imaginez qu'à Paris, dans certains secteurs de Paris, ils ont dit aux gens, par contre, pendant la durée des Jeux, évitez de commander chez Amazon, parce que vous ne serez pas livré. Mais dans quel pays on organise des Jeux Olympiques, mais qui en réalité entraînent des contraintes comme certainement on n'en a jamais vu dans des Jeux Olympiques pour les habitants. Souvenez-vous, la cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu sur la Seine, qui a incité à dégager les bouquinistes. Pareil, on va être regardant parce que les bouquinistes, une fois que les JO seront partis, une fois que les JO seront finis, parce qu'il y a les Paralympiques aussi, j'espère qu'ils vont les remettre, les bouquinistes. Parce que s'ils les remettent pas en disant non, tout compte fait, on va pas les remettre parce que c'est très bien comme ça. Non, c'est inacceptable. Donc ce remaniement, il y a le scandale. Alors le scandale, Bayrou. Moi je vais vous dire, Bayrou, je l'ai vu une fois, de près. Il y a un truc qui m'a choqué chez lui, c'est son regard. C'est-à-dire, son regard est faux. Son regard est traître. Son regard est arriviste, ambitieux. Et du coup, je me suis dit, ce mec-là, il veut se caser. Il veut se caser partout. Là, la preuve, il nous fait sa comédie. Parce que monsieur, il a été lavé de tout soupçon suite à une plainte qui avait été, je sais plus, pour des affaires de corruption, enfin je ne sais plus exactement. Donc il a été relaxé. Alors, il s'est dit que la relaxe tombait bien, comme ça il allait pouvoir trouver une place au gouvernement. Et puis finalement, non. Et là, il nous a pété, mais alors littéralement un caca nerveux. Il a tellement pété un caca nerveux que là, il y a eu un communiqué d'un député de son parti, du MoDem, qui a carrément dit, mais nous ne partageons pas l'orientation du président. En gros, c'est le mec, en fait, il a décidé que, tout seul, pas de consultation, rien. Vous voyez comme quoi ces gens-là, ils ont un petit côté totalitaire finalement. C'est-à-dire que quand ça ne va pas dans leur sens, quand ça ne satisfait pas leurs ambitions, leurs désirs, leur volonté, tout d'un coup, il semblerait que la réalité, leur vrai visage commence à émerger. Le
mec commence à dire au nom de son parti, oui mais non, machin, c'est inadmissible, blablabla. Mais attends, t'es président d'un parti, d'accord, mais au moins fais un signe de démocratie de ton parti en consultant ton parti. Ne décide pas comme ça parce que c'est ton parti. C'est comme Mélenchon. Pareil. Le problème de Mélenchon, c'est que LFI, c'est son bébé. Donc, il envoie sur le front ses députés, etc. Mais sur certains sujets, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de consultation. Et quand tu commences à voir des gens qui commencent un petit peu à soulever justement le problème de cette hégémonie, de cette personnification politique, on les recase. C'est pour ça que Garrido et puis Corbière, ils se sont fait dégager du comité central, je ne sais pas si on peut appeler ça comité central, enfin du directoire, on va dire, du parti. Parce qu'ils commençaient peut-être à ouvrir leur gueule en disant « Ouais, Jean-Luc, t'es gentil, mais question démocratie, ça serait bien que si de temps en temps tu pouvais nous consulter. » Ou parfois mettre un petit peu d'ordre, de consignes, d'orientation. Parce que là, il y en a certains chez les filles, ça part dans tous les sens, quoi. Donc oui, de toute façon, comment voulez-vous garder un certain sens de crédibilité, d'honnêteté vis-à-vis du peuple quand, de toute façon, plus ça va, plus on met des guignols, plus on met des arrivistes, des incompétents. Donc, il y a un moment donné, la seule tactique pour ces gens-là de garder le pouvoir, c'est de vous rejouer les mêmes scénarios, c'est-à-dire de faire monter les partis de la haine pour se retrouver en face d'eux et faire jouer la carte du pacte républicain pour obliger les gens à voter pour qui, normalement, ils n'auraient jamais voulu voter. Exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 2016. En 2016, pourquoi Donald Trump il a été élu? Je dirais à la limite, Donald Trump, il a super bien joué. Parce que lui, il a compris. Parce que lui, c'est un millionnaire. Oui, c'est un m'as-tu-vu. Oui, c'est un personnage. On aime, on n'aime pas. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer. C'est que c'est un mec qui parle le peuple. Qui côtoie le peuple. Et donc qui a très vite compris et qui a très vite vu que dans le peuple, de plus en plus d'Américains n'avaient plus du tout confiance envers les têtes d'affiche du bipartisme américain. Il avait très bien compris que chez les démocrates, beaucoup de démocrates ne voulaient pas d'Hillary Clinton en 2016. Et pourtant, on leur a imposé. Il l'a très bien compris, ça. C'est pour ça qu'il avait cette aisance pendant la campagne en 2016, en se disant « j'ai tout pour moi ». Alors, ça ne veut pas dire que c'était gagné, mais finalement, moi déjà à l'époque, et d'ailleurs vous pouvez retrouver les vidéos en 2016 que j'avais faites, mes vidéos, on voit bien progressivement, je mets une alerte, je dis attention, il y a des gens qui croient, qui pensent, qui savent que de toute façon Donald Trump n'arrivera jamais à la primaire, ne remportera jamais la primaire, et c'est impossible, il ne peut pas gagner contre Hillary Clinton. Tous ces gens-là aujourd'hui, à un moment donné, ils ont été obligés de ravaler leur fierté. Ils ont été obligés de se mettre devant l'évidence que peut-être ils ont raté, ou ils sont passés complètement à côté de certains détails. Parce que justement, ce sont des gens, des experts, des analystes, qui en réalité ne s'intéressent pas au peuple, ne s'intéressent pas aux réalités sociales et économiques du pays, qui se contentent de lire des études faites par des gens qui eux-mêmes sont complètement à l'ouest, sont complètement en décalage, sont complètement hors sol. Je rappelle en 2016, quand vous avez Bernie Sanders, qui a été quand même lui aussi un mec symptomatique chez les démocrates, qui est un mec plutôt très à gauche, qui est plutôt socialiste, qu'il a commencé à avoir une certaine notoriété, qu'il a commencé à gratter un petit peu dans l'électorat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé
la DNC lui a quasiment ordonné de laisser tomber et de basculer son électorat vers Hillary Clinton. Parce que la DNC avait décidé que ce serait Hillary Clinton et personne d'autre. Sauf que Bernie Sanders s'est dit, attendez, que je sache, c'est l'électorat qui décide. Ce sont les Américains qui vont décider. Et ben, du coup, ils lui ont foutu des bâtons dans les roues, et puis, sauf que ça s'est su. Puisque je rappelle, il y a eu les leaks de la DNC qui ont été publiés par Wikileaks, qui ont révélé les fameux mails de la DNC qui voulait pousser justement à mettre des bâtons dans les roues à Bernie Sanders pour servir l'intérêt d'Hillary Clinton, etc., etc. Donc, mais ça, tout ça, tout le monde l'a oublié. D'ailleurs, parlant de Wikileaks, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. J'ai le lien des archives complètes de Wikileaks est toujours actif. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai et vous verrez. Alors il y a des tonnes et des tonnes et tonnes de documents. Beaucoup de documents évidemment sont en anglais. Il y a quelques documents concernant des affaires françaises, plus particulièrement je crois qu'il y a des dossiers sur la BNP. Parce que ça c'est pareil. Carlson, il en a quand même allumé pas mal. Il a balancé, par exemple, que si par exemple demain j'ai envie de faire une interview d'Assange, est-ce que je peux le faire? Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir le faire? Parce que je rappelle, Assange, quel est son crime à Assange? Son crime, c'est d'avoir mis des projecteurs sur des documents qui révélaient des infractions, qui révélaient des irrégularités, qui révélaient des complicités, des magouilles. Surtout, on se souvient de l'affaire Blackwater, cette compagnie de sécurité privée américaine qui avait été embauchée par le ministère de la Défense américaine pour compléter les dispositifs en Irak. Mais il y a eu des dérapages, dont un massacre qui a fait d'ailleurs beaucoup de tort à Blackwater et qui finalement a failli faire faillite à la société. Donc je crois qu'elle a été rachetée. Maintenant, elle s'appelle Academy ou Academia, je crois. Donc elle ne s'appelle plus Blackwater. Et ben, c'est grâce à Assange. Sauf que l'administration américaine n'a jamais digéré qu'on expose des faits, des événements qui finalement prouvent que les États-Unis d'Amérique n'est pas tout blanc, qu'elle aussi elle est responsable d'actions inhumaines, de traitements inhumains, de torture. On se souvient des fameux clichés de ces soldats américains qui ont eu des positions, qui ont fait des choses complètement dégradantes sur des prisonniers irakiens. Donc ça la fout mal. Tu critiques des régimes, tu critiques des dirigeants parce qu'ils font ci, parce qu'ils font ça, parce que c'est des dictateurs, parce qu'ils font la torture, parce qu'ils emprisonnent des opposants, parce qu'ils tuent des opposants. Mais en réalité, la méthodologie, tu la pratiques toi aussi. Sauf que le jour où on met le projecteur dessus, bah évidemment, un mec comme Assange, un jour ou l'autre, ça devait mal se passer. Donc Assange est toujours en prison en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, apparemment, n'a toujours pas statué sur la demande d'extradition américaine. Parce que le problème, c'est que si jamais la Grande-Bretagne extrade Assange aux États-Unis, bah on sait que c'est fini. Le mec, il va se prendre 250 ou 500 ans de prison. Parce que, je vous le dis, l'oncle Sam, il n'a jamais digéré qu'on puisse lever le voile sur des exactions commises au nom des États-Unis d'Amérique. Donc Carlson, là, il soulève en effet tous les journalistes américains qui sont en train de l'attaquer, etc. Il leur dit, mais puisqu'apparemment vous êtes si grand défenseur
des droits de l'homme, etc. Parlez-nous d'Assange, là. Allez l'interviewer, Assange. Puisque vous êtes si prompte à vouloir défendre les droits de l'homme, la démocratie, la liberté. Ah, évidemment, là, tu as tous les journalistes de CBS, NBC, ABC, CNN, Fox et compagnie. Là, il n'y a plus personne. Et puis, je vais terminer. Bah là, pareil, continuité des choses, Israël. Alors oui, la plainte, je ne sais pas si c'est une plainte, a été prise en considération par la Cour de justice internationale qui dépend des Nations Unies. Bon, sauf que le problème, c'est que quand on lit le jugement, là, on voit pareil qu'eux aussi, ils prennent des pincettes. Alors, ils disent qu'il y a une certaine légitimité de l'action de l'Afrique du Sud dans leur réclamation, mais que, bah, voilà, après, maintenant, c'est qui peut statuer, comment statuer, etc. sur ce fait. En gros, tu sens bien que malheureusement, toutes ces institutions internationales, mais qui en réalité sont entre les mains de l'Occident, bah aujourd'hui sont emmerdés parce que l'Occident est pieds et poings liés par Israël. Si jamais l'Occident lève le petit doigt contre Israël, c'est fini, c'est mort. Là, vous allez avoir des révélations qui vont tomber, vous allez avoir des scandales sur, par exemple, les Clinton, par exemple. Hein, les Clinton, ils le savent que le Mossad, ils ont tout ce qu'il faut pour les flinguer. Comme les Obama, c'est pareil. Macron, pareil. La royauté de Grande-Bretagne, pareil. Le Mossad, de toute façon, aujourd'hui, c'est l'agence d'information, l'agence de renseignement qui a le plus d'informations, qui a le plus de levier, de pression sur quiconque sur cette planète qui pourrait lever le doigt à contrarie de ce que l'empire sioniste international a décidé. Donc c'est pour ça que là, Israël, vous avez remarqué, ça disparaît un petit peu des médias, même si ça continue. Là, je veux dire, la liquidation de Gaza va bon train, avec tous les excès et tous les dérapages que ça implique. Alors en plus, comme tu as Macron qui fait une cérémonie pour les 40 Français qui sont morts le 7 octobre, bon, j'entends bien, ok, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas un peu déplacé quand on sait que on est président d'un pays qu'on appelle la France, que la France c'est le pays des Lumières, la France c'est le pays de la liberté, c'est le pays des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, de tout ça, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus rien. Donc c'est pour ça que je veux dire, la vidéo que je vous ai faite pour vous demander, Français, quand est-ce que vous allez vous retirer les doigts du cul, c'est pas pour rien. C'est parce que tout ce qui faisait la richesse de l'image de la France, sur le plan de la réputation, sur le plan de l'image, sur le plan de la philosophie, sur le plan diplomatique, que même Poutine avait du respect pour la France. Mais tout ça, en l'espace de 30 ans, je fais partie de ces gens qui ont essayé de sensibiliser les gens là-dessus. De dire, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce que des gens qui ont prétendu avoir votre vote dans l'urne sont en train de vous enculer à sec, de vous trahir, de vous vendre. Et là, ça s'accélère. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul aujourd'hui sur Internet. Il y a plein de gens sur YouTube, sur Odyssée, etc., qui commencent à s'inquiéter, qui se disent « Mais quand est-ce que les Français vont bouger leur cul ? Quand est-ce que on va secouer le cocotier ?» Sauf que malheureusement, et là ça rejoint la vidéo que je vous avais
faite sur la proportion. C'est-à-dire, quelle est réellement la proportion de gens qui seraient capables, à un moment donné, de voter contre le système, de voter un Frexit, par exemple. Et c'est une vraie question, parce que c'est là le problème. Et moi, je suis inquiet. Je suis inquiet de cette proportion de gens qui, finalement, alors peut-être qu'il y en a une majorité qui n'en pense pas moins, mais qui ont perdu ce qui faisait le peuple latin, le peuple réfractaire, le peuple gaulois, comme on l'appelle. C'est-à-dire, à un moment donné, mettre le poing sur la table. À un moment donné, mettre les responsables politiques, les élus, devant leurs responsabilités. Sauf que là, ça, par contre, quand il s'agit d'aller manifester pour les migrants, pour les sans-papiers, pour lutter contre le racisme, l'homophobie, pour l'égalité des droits, pour la reconnaissance des cisgenres, des transgenres, etc. Ah là-bas, ça, il y a du monde. Ça, là-dessus, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est du monde, pourquoi ? Parce que c'est bien le reflet de cette société consumériste. La société consumériste, c'est moi, c'est mon individualisme, c'est ma conviction à moi. J'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Moi, je défends ces idées-là, même si elles sont absurdes, même si elles sont totalitaires, même si elles sont extravagantes, même si elles sont démesurées, même si elles sont irresponsables, même si elles sont totalement fantasques et irréalistes. Mais malheureusement, on en croise de plus en plus des gens comme ça, qui vont vous tenir des discours, t'as envie de leur dire, mais putain, mais sors de ton cocon. T'es pas dans le réel, là. T'es dans ton petit monde. Un monde dans lequel tu t'es complètement enfermé, et que quand tout d'un coup le réel, la violence, la brutalité du réel, tout d'un coup se retrouve face à toi, on n'a plus affaire à un adulte, on n'a plus affaire à un adolescent, on n'a plus affaire à un jeune, on n'a plus affaire à quelqu'un qui est censé être responsable civilement. On a affaire à un gamin de 5 ans, à un hypersensible, à quelqu'un qui est en train de crier maman. Parce que tout d'un coup, tout ce qu'il croyait être les armes qui lui permettaient d'agresser, d'attaquer, de foncer dans le tas des autres, souvent d'ailleurs derrière l'anonymat, derrière la protection d'Internet. Et le jour où tu vas dans une manifestation et que tu te prends un LBD dans la gueule, mais c'est pas normal. Mais si, c'est normal. C'est la vie. C'est le risque. Le bénéfice. Risque. Enfin, on en reparlera parce que je pense que ça va s'aggraver de plus en plus. Et vous n'avez pas fini d'en prendre plein la gueule. Donc d'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyez prudents et portez-vous bien.